bonjour. Donc on est sur la première d'Antistatique. Donc merci à tout le monde d'être là. Alors une petite précision pour l'immense foule qui nous suit. On a quand même 11 spectateurs pour une première. Donc on n'a pas nos masques parce que on a fait un test tout à l'heure pour savoir si on était positif ou négatif. En l'occurrence, on est tous négatifs. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai fait ça, c'est que aller sur un plateau, montrer qu'on a un test négatif de sérologie pour pouvoir dire à ses partenaires qu'on ne les met pas en danger. Enfin, personnellement, moi, ça me fait penser à autre chose. Mais je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais faire ça. Donc, on peut être nous-mêmes sans protection, on ne se mettra pas en danger. Et la deuxième chose, c'est que quand je suis allée faire ce fameux test, on m'a demandé la raison pour laquelle je faisais un test et on m'a dit, j'ai dit, bah voilà, je fais une émission de télé, c'est Antistatique et ça parlera de l'université, des écoles et en quoi les universités, les écoles bougent. Et là, on m'a amené sur un plateau les seules questions qu'on doit se poser pour faire cette émission et pourquoi on vous a réunis. Donc il y a une jeune qui était là, jeune interne qui attendait et qui nous a dit oh mais c'est génial, on trouve tout. Une dame qui avait plutôt 55 ans, oh va falloir que je regarde ce que c'est parce que mon fils est tout le temps câblé en train de regarder ça. Câblé, c'est pas le mot qu'elle a utilisé. Et la troisième, Antistatique. Oh non mais les écoles, non et la fac, puisqu'ils ont fait cette année, non ils sont tous sauf Antistatique. Et là c'était énorme d'entendre ça parce que c'est l'inverse des raisons pour lesquelles on s'est réunis, c'est parce que nous on pense, mais on a vécu l'inverse. Cette année, on a vécu totalement l'inverse. Donc, Arnaud, on a réuni tout ce beau monde. Et ce serait sympa que tu nous présentes les uns les autres. Ouais, on a fait l'inverse. Alors, Hélène et moi, on a un point commun, c'est qu'on travaille dans le monde de l'entreprise. On accompagne les entreprises dans la transformation par le numérique ou par le digital, et non pas la transformation numérique. Mais c'est vraiment les entreprises qu'on transforme et on est au quotidien finalement face à la difficulté de la transformation, face à la difficulté d'appréhender le changement et faire bouger le référentiel, le cadre de référence des gens, des entreprises. Et alors moi j'ai une double casquette, c'est que je suis coach aussi, et donc j'accompagne aussi du coup les gens à prendre des postes, à faire face à des difficultés, et donc faire face au changement et comment je peux faire un pas de côté, comment je peux regarder autrement pour sortir de l'embarras dans lequel je suis, du côté statique dans lequel je suis. Et donc j'avais aussi, moi, dans cette idée de lancer quelque chose autour du changement et comment donner envie aux gens de changer, quoi. Parce qu'en fait, on a peur du changement, mais le changement, ça apporte énormément de choses. Et puis je réfléchissais, j'avais même monté des trucs à la maison, puis un jour, Hélène m'appelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle me dit, écoute, je t'appelle parce que j'ai une idée, je voudrais lancer une chaîne Twitch antistatique pour mettre en avant ceux qui bougent. Et je sais pas pourquoi je t'appelle. Non, parce qu'on ne se connaît pas plus que ça. En fait. On s'est croisé 2-3 fois. C'est quoi, j'ai envie d'appeler pour m'aider à faire le truc. Et je dis, bah écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller. Donc on ne sait pas pourquoi on est là. Si ce n'est si, quand même. On a un objectif quand même au cœur. C'est en fait, moi je remarque que beaucoup les réseaux sociaux, les médias, donnent beaucoup trop de place alors j'aime bien dans un des commentaires qu'il y a eu sur LinkedIn, aux commentateurs. Aux gens qui critiquent, aux gens qui jugent, aux gens qui détruisent, mais qui ne font rien. Et ça m'agace, je me suis désabonné de plein de réseaux sociaux parce qu'on est envahi de gens qui commentent sans jamais ressortir leurs fesses de leur canapé. Et moi qui accompagne le changement, je me dis, mais en fait, le changement, c'est parce que par l'action, et il faut donner envie aux gens de bouger, il faut donner envie aux gens de faire comme les autres, et ceux qui bougent. Et donc, l'objectif qu'on avait avec Hélène, c'est de dire, comment on peut donner la parole aux gens qui font, qui ne se contentent pas de dire, mais qui font, qui bougent, qui sont des actionneurs, des metteurs en mouvement. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, vous, pour cette première émission. Et on a juste Dorian et Mathieu qui... Et Dorian et Merwan qui sont derrière, vous ne les voyez pas. Ouais. À la technique et tous les réseaux sociaux, community management, etc. Qui sont nous, on est les vieux avec Hélène et on a les jeunes avec nous pour contrebalancer et montrer que le changement est antistatique, c'est pas une question d'âge. Donc les gens qu'on a sur le plateau avec nous, on a Laure Quatrebeu, Laure, voilà, qui c'est la grande classe, c'est l'université de Rennes qui est quand même dans la place. Donc Laure Quatrebeu, alors j'ai pris son profil exact parce que c'est compliqué, parce que c'est beau, il faut le dire exactement. Elle est vice-présidente insertion professionnelle et entrepreneuriat étudiant, mais également, et d'abord, c'est un professeur d'université, une agrégée qui est prof de gestion. Donc on travaille ensemble sur différents projets, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, tous les deux.
dont Digital Transformer, dont tu vas nous parler, dont des challenges Créa-UT qui nous a donné la chance de rencontrer ces jeunes femmes cette année en GEA. On a aussi Stéphane Herbert, qui est le co-directeur, non Directeur adjoint. Directeur adjoint, voilà, le directeur adjoint d'Amos. Amos, qui est une école de business school implantée à Rennes. Alors, il y en a partout en France, mais on a la chance d'avoir cette école implantée à Rennes depuis quelques mois, une petite année. Et Stéphane, il fait un travail aussi remarquable et fulgurant de motivation, d'accélération, d'implantation de son école dans le paysage sportif et professionnel du territoire, et plus largement, il nous en parlera avec une vision stratégique très impressionnante. Donc c'est pour ça que j'ai réuni ces deux personnes. Et puis, je vais vous donner la parole, je vous promets. Et puis, on a dans la petite fenêtre, on a Étienne Lepape, qui est un étudiant Amos. Et Étienne, j'ai eu la chance de donner des cours dans sa promo. Et puis avec Étienne, le feeling est tout de suite très bien passé, parce qu'Étienne, il est aussi Twitcher, il fait plein d'autres choses. Et donc, il m'a aidé à passer le cap et à oser faire cette émission. Et les deux jeunes filles qui sont avec nous ici sont Léa et Clémentine, qui ont participé au challenge Créa-UT, qui sont en 2e année de GEA, donc dans l'école dans laquelle enseigne Laure et les initiatives que Laure porte, et qui sont là aussi pour nous donner leur avis et parler de comment on est antistatique quand on a une 20aine d'années, parce que c'est eux en fait qui sont l'antistatique qui nous font bouger nous. Voilà pour la présentation, ça vous va ? Ouais, parfait là. Comme on est sur Twitch, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ah oui, c'est aussi, vrai. parce qu'on Coucou va les réagir. copains, le son est ok. Ah non, c'est nous-mêmes qui nous On a- parlons. à la télé, mais non. On a 2100 spectateurs. Ça va. On a Mathieu. On salue Sullivan qui est derrière son écran. Ah, Sullivan, hashtag Digital Transformer, merci. On a du soutien. Donc n'hésitez pas à poser des questions, puisque là, voilà, on va rentrer dans la conversation avec nos invités. Digital Transformer, Laure, c'est quand même... Enfin, t'es très particulière dans le sens où professeur, t'as une route toute tracée. Qu'est-ce qui fait que tu prends autant de missions et surtout que tu te mets à inventer des choses aussi originales et à porter je sais pas, de l'innovation tout le temps en fait. Tu bouges tout. Juste ça. Juste ça. Je pense que je suis avant tout enseignante. Enfin, ça c'est mon métier de base et je suis tombée dans la pédagogie entrepreneuriale. Voilà. Et j'ai vu les bienfaits que ça pouvait avoir sur les étudiants, comment on pouvait les faire grandir. C'est quoi la pédagogie entrepreneuriale ? Ça repose sur des fondamentaux, on va dire, faire vivre aux étudiants une expérience proche de la réalité, les faire travailler en coopération, les responsabiliser, les rendre acteurs en fait de leur parcours. Et puis là, l'enseignant se met dans une autre posture où il l'accompagne, il est le référent, mais il n'est plus le sachant qui va déverser son savoir, on va dire. Et puis aussi essayer de faire prendre du recul aux étudiants sur les expériences qu'ils vivent. Et tout ce cocktail, ça fait grandir à vitesse grand V les étudiants, et c'est aussi quelque chose qui amène à beaucoup de rencontres. Voilà, parce que on mobilise tout un réseau pour accompagner les étudiants. Et je pense que c'est ça qui fait bouger les lignes, qui fait bouger les frontières entre l'université et le monde socio-économique, qui fait se bouger soi-même. On se nourrit de toutes les belles rencontres que l'on fait au fur et à mesure. Mais tu as commencé il y a combien de temps ces projets-là à sortir de ton cadre d'être enseignante ? Alors, Créa-UT, il y a 12 ans en fait. Donc, ça fait 20 ans que j'enseigne à l'UT de Rennes. Et je pense que j'étais quand même une enseignante très engagée. Et puis, il y a différentes façons d'enseigner. Mais à un moment, j'ai vu une petite formation sur ce que c'était que... Enfin, il y a un réseau en fait des enseignants au niveau national qui se fédèrent dans une association nationale qui s'appelle Créa-UT. Et donc, qui sont des enseignants convaincus par la pédagogie entrepreneuriale. Et les précurseurs sont à Quimper. Je me suis dit, ça a l'air intéressant. Donc, notre ami Étienne. Donc, je vais aller voir. J'ai été à cette formation et j'ai été conquise. Et là, on était vraiment dans le partage d'expérience. Voilà, c'était des collègues qui expliquaient ce qu'ils mettaient en place et en quoi c'était bénéfique pour les étudiants. Je me suis dit, ça a l'air pas mal ça. On va mettre ça en place à Rennes. Et puis voilà, ça a fait boule de neige. Et il y a 12 ans, est-ce que tu dirais que c'était...
Parce que ça, c'est un peu ce qu'on fait dans les écoles qui sont très concrètes, Partie, ouais. les écoles, des écoles de commerce, ou où on est tout de suite dans de l'applicatif. Est-ce que tu dirais que c'était quelque chose qui manquait à l'univers universitaire? Je sais pas comment On en peut était dire, mais... aux prémices, parce que l'année d'après, en fait, les pôles pour favoriser l'entrepreneuriat dans les établissements d'enseignement supérieur et la recherche, donc dans les universités, se sont montés. Donc l'ancêtre du PEPIT, qui est le pôle vraiment qui soutient l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprendre dans l'enseignement supérieur, est né l'année d'après, en fait. Et donc, on était aux prémices. Et c'est devenu quelque chose dont beaucoup d'écoles, d'universités, effectivement, se sont emparées parce que ça a fait ses preuves. Et je pense que ça vient vraiment aussi en complément d'un apprentissage plus disciplinaire. Ouais. Et ça favorise en fait l'ancrage au niveau des étudiants du savoir. Ils vont être dans une situation, ils vont savoir agir dans un monde complexe d'incertitudes. Et donc, ils vont devoir mobiliser leurs connaissances, ils vont devoir apprendre à coopérer. Et donc tout ça, c'est les compétences qu'on attend demain sur le marché du travail, en fait. Et vous les filles, parce que vous... Alors on parle particulièrement de Créa-UT là, qui est un truc spécifique, mais qu'elles ont fait, puisqu'elles ont même gagné, en fait. On a pris les winners. On a l'élite là. On a l'élite. Repréciser ce que c'est Créa-UT. Nous, on a eu la chance donc, de participer à Créa-UT. Donc c'est une aventure où un groupe d'étudiants, ils viennent aider, supporter, je sais pas comment on peut dire, un porteur de projet qui a pour but de monter une entreprise. Donc on va l'accompagner tout au long. Nous du coup avec Clémentine c'était un petit peu différent, on était en Créacom. Donc nous on a vraiment accompagné une entreprise déjà existante dans sa communication. Donc on leur a fait une analyse marketing, un plan de communication, et c'est vrai que je vais redire ce que tu disais, mais ça nous a vraiment permis de mettre en application, d'avoir plus de concret, parce que c'est vrai que des fois les cours ça peut être un peu théorique, on a la tête dedans et voilà, et là au moins on voyait l'application de ce qu'on apprenait en cours, et même ça nous permettait de pouvoir se projeter pour plus tard, de voir différents côtés, rencontrer des nouvelles personnes, et donc c'est vrai que c'était franchement une belle aventure. Et ça par équipe. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est encore plus magique parce que cette année, tout le monde était confiné. Et en fait, ça nous a permis vraiment de garder des liens. Enfin, on s'appelait toutes les semaines et même franchement, quasiment tous les jours parfois. Et le groupe, on aurait pu juste être un groupe comme ça et ça se serait terminé. Mais en fait, on était bien plus que ça. On était vraiment soudés et on est vraiment fiers en fait, d'avoir monté ce plan de communication, de l'avoir mis en place tout ensemble. Et vraiment, c'est des rencontres qui resteront et c'était vraiment beau. Ouais, d'autant plus en ce moment parce que c'est vrai qu'avec toute la situation actuelle, des fois en étant étudiant, on se sent un peu seul chez nous et on peut avoir tendance à déprimer, et au moins ça nous ça demande vachement de travail, mais au moins on n'a pas à penser à tous les aspects négatifs du moment, et c'est vrai que c'est prenant, mais au moins ça nous a fait un projet concret et une raison des fois de se lever et de se dire vas-y, là je taffe et je sais pourquoi je fais ça, que on aurait pu déprimer. Et donc non, franchement je sais que d'autant plus cette année, je pense que ça nous a vachement apporté. Et puis c'est bête à dire, mais rien que sur le CV, vraiment pour moi c'est l'aventure à mettre sur le CV de cette deuxième année de DUT GEA. Vraiment c'est vraiment quelque chose qui restera marqué à vie, on va dire. C'est ce qu'on va revenir, je pense, je sais pas, pour ma part, le plus du DUT, parce que c'est vraiment la mise en application et le concret, et c'est ce qu'on attend des fois en allant faire un DUT. Et puis vous êtes dépassés, je vois avec l'équipe, les équipes Amos, c'est pareil, tu mets tes équipes sur plein de projets. Ouais, alors ce que vous dites les filles, c'est assez drôle parce que c'est exactement l'ADN de Amos, c'est forcément le sport parce qu'on est là pour faire une école de commerce dans le sport, mais c'est aussi, Étienne pourra en parler sûrement tout à l'heure, mais tous ces projets concrets qui font qu'on parle de la vraie vie, des vrais projets, des vraies entreprises, des vraies problématiques qu'on peut rencontrer demain. Et nous, dans notre jargon interne, on a le Start Amos ou la journée d'entrepreneuriat, qui sont des challenges nationaux intercampus entre les 12 campus de France. Et Étienne a participé à certains, mais il y a des équipes de 3, 4, 5 étudiants qui se rassemblent, qui brainstorment, qui réfléchissent et qui montent des plans de com, des stratégies, des lancements de produits ou autres pour soit des vraies sociétés, soit des fausses, soit du fictif, soit pour les JO, etc. Mais la différence que je vois quand même, là peut-être je vais faire un pavé dans la mare, mais l'université, l'université, il y a un enseignement qui est super exigeant académiquement. Vraiment, je sais pas s'ils en font grand-chose en tous les cas de tout ça, mais c'est vrai que c'est pas des fun les profs. Moi, quand j'assiste à certains jurys,
je revis ma vie universitaire en me disant, mais ça va pas m'aider dans ma vie pro, leur façon de fonctionner. Et je vois exactement l'inverse, en fait. Je vois eux des super agiles, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne, ils sont dans leur ADN entrepreneurs. Et là, on a plus des gens qui sont très universitaires et à qui on a amené l'entrepreneuriat. Enfin, je sais pas comment le dire sans vexer personne, mais j'ai l'impression que il y a une hybridation des deux côtés pour le meilleur. Non, mais il n'y a pas de sujet tabou, hein, de toute façon. Je pense que les deux sont complémentaires. Moi, j'ai fait 3 ans de fac et après 2 ans d'école de commerce, donc je peux parler un peu des deux. Mais c'est vrai qu'il y a une partie très théorie descendante. Et ce que tu disais aussi, Laure, c'est que l'entrepreneuriat ou toutes les actions ou tous les projets que vous pouvez mettre en place font que on réduit peut-être un peu la théorie pour ramener plus à la pratique et tout. Nous, en tout cas, la pratique, c'est l'ADN d'Amos, le concret et voilà, des vraies choses. C'est vrai que moi, quand j'étais en fac mes premières années, j'ai aussi raté plein de copies doubles pendant 4 heures et je me suis dit, au bout de 4 heures, j'aimerais bien peut-être avoir un cas concret, quoi. Donc voilà, nous chez Amos, on est plus dans ce type-là. Après, je dis pas qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre ou pas. Elles sont juste différentes et conviennent à certaines personnes. Quand on veut être médecin ou juge, je pense qu'il faut passer par la théorie parce qu'on a des pavés et des pavés à prendre. Dans tout ce qui est marketing, communication, digital, tout ça, je pense que c'est plus le bon sens et l'agilité et l'ouverture d'esprit qui fait qu'on va passer une marge de plus que l'autre et créer des projets, quoi. Moi, la fac, ça apprend à apprendre, hein. Ça apprend à évoluer toute sa vie. Ça apprend les méthodes aussi. Ça apprend les méthodes, ça apprend l'autonomie. Et je pense qu'on a encore la vision de la fac très universitaire, mais on est dans une profonde mutation. On a aussi des composantes où l'aspect professionnalisant est dans l'ADN, en fait, au niveau des IUT, au niveau des IAE aussi, les écoles de management universitaire, au niveau de l'IGR, c'est chevillé au cœur. Moi, je suis passée par l'IGR, donc voilà, je suis passée par la fac de Sciences Éco. Et après mon DUG, à l'époque, ça s'appelait un DUG. J'ai fait Moi aussi, j'ai c'est nos parents qui j'ai une maîtrise. Oui, donc DUG, licence, maîtrise. Pour les boomers. C'est master 1, master 2. Je suis partie en MSTCF à l'époque, donc l'ancêtre du master comptabilité contrôle audit à l'IGRIE, parce que je recherchais justement cette dimension plus professionnelle. Mais même au sein des facultés, je le vois bien, la transformation de la faculté de sciences économiques, on a un responsable de l'insertion pro et on a de plus en plus d'initiatives. L'entrepreneuriat, ça fait partie des projets pédagogiques. Donc il y a une vraie mutation et c'est en train de s'accélérer et on met en place ce qu'on appelle les nouveaux cursus d'enseignement. On a 10 ans là alors 10 ans à l'échelle de l'université, ça peut paraître extrêmement long, mais c'est aussi le temps qu'il faut pour faire bouger une entité comme l'université de Rennes où on a 30 000 étudiants, 19 composantes et vraiment une diversité de pratiques. Oui, et puis les professeurs sont chercheurs aussi. Voilà, il y a aussi cette dimension-là. Alors moi je suis enseignante, donc peut-être aussi pour ça que j'ai une façon de penser différente, mais même pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont très convaincus par cette pédagogie. Je pense à Karine, par exemple, Karine Lerudulier. Mais au niveau de l'université, c'est vrai qu'il y a la recherche a beaucoup d'importance. Les enseignants-chercheurs sont évalués sur leur recherche, donc il y a peut-être ça qui fait quand tu veux trouver quelque chose de pointu, moi j'ai bossé pour Amos sur un cours CRM relations clients. Le bouquin le plus capé que j'ai trouvé, ce sont des universitaires à Dauphine. Et là tu sens que ils maîtrisent les outils, mais que la profondeur de pensée, la réflexion et la vision, elle est là derrière. Et c'est un avantage en fait. C'est aussi la formation à la recherche, c'est la formation par la recherche. Avoir des enseignants de pointe qui sont en avance sur leur temps parce qu'ils en font leur recherche, c'est une vraie richesse pour les étudiants. J'avais une question, c'est en quoi, ce que j'entends, c'est que vous êtes orienté plus professionnel que simplement académique dans vos approches, c'est ce que tu as amené avec Réalité. En quoi c'est antistatique ça? En quoi on n'a pas demandé à Étienne, on n'a pas fait parler Étienne aussi. On va demander à Étienne. En quoi c'est antistatique? En quoi vous sortez du cadre en créant cet environnement professionnel? En quoi ça vous a fait bouger? En quoi ça sort du cadre? Personnellement, moi, avant de faire mon IUT technique de commercialisation en alternance, j'avais fait une année de prépa. Prépa école de commerce au lycée Rabelais à Saint-Brieuc. C'est vrai que je passais mes journées à bosser. Et quand on bosse de 8h à 18h, on n'a pas vraiment le temps de bosser, de réfléchir à ce qu'on veut faire en dehors des cours. Il y a même là par exemple, il y a mon autre frère aussi qui
émergé. C'est vrai qu'il y a des soirs où moi je bossais jusqu'à minuit, voire plus tard. Et quand on est en mode travail, on ne pense pas à ce qu'on veut faire ailleurs, enfin des activités qu'on peut faire à côté. Alors que ça soit à Amos ou à l'UT, je sais que j'avais plus de temps pour moi, où je terminais par exemple à 17h, mais il y avait moins de travail à la maison parfois à faire. Ou en tout cas, c'est des travaux de groupe qui sont moins prenants. Donc forcément, j'avais le temps de développer des projets ou de faire des choses à côté qui me permettaient de faire des projets, que je sois antistatique, en fait, que je fasse autre chose que uniquement mes cours. Et je pense que Amos, je dirais, on a quand même un emploi du temps qui est assez chargé, mais dans tous les cas, moi j'ai toujours le temps pour faire autre chose. Et voilà, c'est tout. C'est juste que, certes, à Amos, on travaille de 9h à 17h ou 18h, mais on a rarement du travail à faire à la maison. Donc ce temps-là, de 18h à 20h, quand on est en appart étudiant, on l'utilise pour faire autre chose, et après, chacun l'utilise comme il veut. Hein. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale aux ceux qui préfèrent jouer à la PS4 ou des choses comme ça, parce que chacun a ses activités de prédilection. Ou regarder Twitch. Mais voilà, Netflix ou des choses comme ça, en vrai, je pense que ça nous arrive tous. Mais c'est juste que chacun, on a plus de temps libre, donc forcément, pendant ce temps libre-là, on fait des choses qui viennent du cœur, parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur, et forcément, ça bouge, quoi. Forcément, on a du temps, donc on l'utilise pour faire des choses qu'on aime faire. Je peux réagir? Oui. Pour ça. Je pense que, alors je sais pas, vous allez peut-être me contredire, mais je pense que vous avez quand même mangé beaucoup de créativité cette année et que vous avez passé énormément de temps sur votre temps perso à travailler. Mais je crois que tu disais tout à l'heure que c'est un dispositif magique. Et je pense que oui, ça suscite en fait l'engagement et c'est le plaisir d'apprendre. On prend du plaisir à travailler. En fait, c'est ça, c'est vraiment. Tu apprends tes cours, c'est pour toi, et des fois tu peux vraiment en avoir marre. Alors que là, tu sais on faisait ça pour une entreprise, en fait. L'entreprise, elle attendait quelque chose de nous, et on ne pouvait pas se permettre de dire oh non, je ferai ça demain. Non, tu le fais maintenant. Et je sais pas, d'un côté, ça t'apporte quand même une certaine rigueur que tu auras besoin, je pense, dans le monde professionnel. Et non, voilà, on sait pourquoi on fait ça. Et chez Amos, toi, tu les as mis en marche à fond sur des projets d'entreprise. En fait, ça fait aussi partie de la formation. Il y a les cours marketing, communication, événementiel, logistique, finance, gestion, etc. Classiques, si on peut dire. Il y a une partie 50 heures expérience professionnelle qui est obligatoire dans le cursus de tous les étudiants et qui doivent valider. Et tout est validé par nous pour voir si vraiment c'est de l'expérience pro. Et dans ces expériences pro, j'entends tout ce qui est action pour des clubs, des sportifs, des projets, de la presse, de la rédaction ou autre. Et donc typiquement, Étienne est président du BDA, BDE, du bureau des étudiants d'Amos Rennes. Ça peut en faire partie parce qu'il crée une asso, des statuts, des actions, un compte Insta, il anime des partenariats et tout. Mais ça peut aussi être bénévole pour le club de hand de Cesson et gérer le VIP, la presse, les invités, etc. Ça peut être très bien de la rédaction d'articles de presse sur toute l'actualité. On va dire l'équipe, pas au même niveau, mais modestement, mais en tout cas, ce genre de choses. Et c'est l'addition de ces actions-là qui fait que nos jeunes peuvent dire moi j'aime plutôt la presse, non en fait j'adore faire de la logistique, non moi c'est l'entrepreneuriat qui m'intéresse. C'est parce qu'ils touchent à tout en fait, que tu leur laisses la place de toucher à tout pour se découvrir. Voilà, on propose plein de projets et des projets tutorés également à l'intérieur des entreprises. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Passé en courant qui organise les championnats de France de 10 000 mètres d'athlétisme, n'avait pas de plaquette de partenariat, c'est des jeunes de l'école qui l'ont fait. Donc du coup, voilà, ils étaient 5 dessus, ils ont fait la charte, la créa, le discours commercial, etc. Et tout, ils ont tout fait. Après, on a corrigé, on adapte, on accompagne forcément. Mais ils ont signé la plaquette partenariat pour démarcher après des entreprises. Voilà, c'est un projet parmi d'autres. Mais... Et toi, tu nous parlais parce que on a... Il y a Étienne qui avait la main sur ce sujet-là, mais j'ai vu Étienne te lever. Vas-y. Ouais, juste pour dire que en fait, le plus important, je pense, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit avec le projet Créa. En fait... à partir du moment où on fait quelque chose, mais on sait pourquoi on le fait, et on y comprend l'utilité, et surtout les profs, quand ils nous présentent le projet, ils donnent vraiment un sens à ce projet-là, ils nous disent vous faites ce que vous faites aujourd'hui, ça va vous servir pendant des années, alors que c'est vrai que je pense par exemple à mes années de lycée où on voyait les théorèmes de Pythagore ou des choses comme ça, et on se disait finalement c'est quoi le sens, ça va nous servir à quoi, même si avec le recul on se dit que ça nous sert à quelque chose, mais quand on a 5 ans de moins, on n'a pas ce recul-là. Mais même en prépa aussi, vrai. où j'apprenais de 1500 à Nausert, je me disais, au final, c'est quoi le sens de cet apprentissage-là?
Et là, tu le trouves le sens en étant chez Amos? Tu le trouves le sens pour toi? Oui, carrément, bah oui. Et c'est pas forcément les intervenants, c'est, je dirais, plus l'école, par la dynamique qu'elle impulse, par les gens qui y sont. En gros, même si on ne sait pas que c'est une école de business sportif, c'est qu'on voit pas clair parce que ça se ressent entre guillemets dans le campus. Quand tout le monde parle de sport et que ce soit Stéphane, ni tout le staff, on sent qu'eux aussi sont passionnés par le sport et du coup c'est une sorte de dynamique globale du campus qui nous permet de trouver un sens à un projet et on peut se projeter dans une vie future dans le monde du sport en tout cas. C'est l'objectif. Et moi, ça me fait penser aussi à un projet. Aussi, je pense qu'il faut être passionné en fait par ce qu'on fait et faut avoir la motivation et pas avoir peur de se lancer. Et par exemple, justement, en parlant du temps un peu libre à côté des cours, par exemple, en première année, on a eu le temps avec Léa et Maëlys de se lancer dans le projet À vos défis, qui était un projet étudiant tourné vers le développement durable. Et en fait, personne ne nous a obligés à faire ce défi-là. Mais on avait envie d'utiliser notre temps, et surtout pour une cause, c'était pour le développement durable. Et du coup, on a eu un projet, c'était en collaboration avec Rennes Métropole. On devait organiser une exposition photo sur le thème du développement durable. Et c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup parce que on a pu rencontrer des personnes, des fois, qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans le temps normal. On était allé prendre des photos, on a eu des cours de photographie. Et malheureusement, à cause du... Oui, en fait, c'était... Rennes, ils nous ont payé une photographe, on va dire, pour nous accompagner, nous donner des cours comment bien utiliser pour la photo. Et on est allé à l'Elabo même, et qui est un endroit en soi où on n'aurait jamais pensé aller et rencontrer ces personnes-là qui étaient hyper intéressantes et qui avaient un parcours... Donc en fait, t'as envie d'en faire plus encore. Tu te dis, vivement que j'ai du temps libre pour faire d'autres trucs. Pourtant, on a eu peur de se lancer. Au début, on s'est dit, est-ce que ça va être bien et tout. Et en fait, c'était top et on est trop contents d'avoir fait ça. C'est rigolo parce que je savais pas que vous voulez... en fait, il y a tellement d'étudiants que je vous avais pas repéré. Mais c'est un challenge qui est porté par la Fondation Rennes et également par le CRIC-DD, le collectif intercampus développement durable. CRIC-DD, voilà. Et en fait, c'est une équipe d'étudiants de deuxième année de GEA qui, dans le cadre de Créacom, organisait toute la logistique, les événements, les soirées, etc. Du coup, c'était pas vrai. Vous avez dit, venez participer. Et c'est un super projet aussi. Et là, ce qui est hyper bien, c'est que ça rassemble tous les étudiants de Rennes qui se sont, on va dire, inscrits. Ah oui, c'est trans-universitaire. Et en fait, on a rencontré des élèves qui étaient à Rennes 2, un peu qui faisaient des études de dentiste, donc ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Du coup, c'est vrai que c'est vachement drôle. C'est un peu l'esprit de Digital Transformer. Oui, en fait, il y a deux challenges qui sont soutenus par la Fondation Rennes, c'est À vos défis et... Mais Amos pourrait pas faire Digital Transformer? Alors, dans le collectif, il n'y a pas forcément Amos. Regarde, mais ouais. Non, mais attends, c'est génialissime. C'est la transformation digitale. Et t'as des équipes, ils ont 2 jours, ils sont en mode boulot, on leur fait faire du design thinking, on leur explique en accéléré ce qu'est un persona, un parcours. Ils ont une problématique, mais très exigeante d'entreprise du territoire. Et ils se connaissent pas. Donc c'est que des étudiants qui sont pas copains. Des étudiants, je pense. Comment t'es venue l'idée de Digital Transformer en plus de tout ce que tu as fait à côté? Pourquoi tu l'as créé, quoi? Alors, j'ai été amenée en fait à piloter la réponse à un appel à projet, souvent au niveau des universités, même des écoles. Il y a des commandes qui émanent du ministère qui permettent d'obtenir des financements. C'est les fameux PIA, projets d'investissement et d'avenir. Et donc là, il fallait créer de nouveaux cursus d'enseignement à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à la transformation numérique. Donc D'accord, donc c'était guidé quand même. Voilà, on avait un cadre. Donc on a créé un collectif au niveau des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche rennais. On a répondu, puis on n'a pas été retenu. Et donc là, on s'est dit zut. Mais en fait, il y avait un tel soutien du monde socio-économique. Voilà, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc moi, j'avais l'expérience du challenge 24 heures pour entreprendre, un autre challenge inter-IUT, interdisciplinaire. Et je me suis dit, on pourrait à minima faire notre preuve de concept, le challenge Digital Transformer sur 2 jours. Même principe, on fait travailler les étudiants de façon pluridisciplinaire, formation, action, même très courte, mais sur des problématiques réelles. Et voilà, et donc je l'ai présenté au CSF de Bicom, au Conseil stratégique de la formation de Bicom, qui est aussi un petit réseau. Et ça a été OK. Donc après, j'étais à l'UE35, et là, ça a été OK. Et puis voilà, c'était lancé. Et il y a une super dynamique collective, et tous les établissements
sont présents et ouais, c'est une chouette Ah ouais, moi j'ai aventure. fait une année où j'étais prof. Alors j'avais un ingénieur en mécanique, j'avais une fille qui était dans une école de design, il y avait un mathématicien. Enfin, on était 5, je crois que c'était époustouflant. Aucun se connaissait. Ils ont pondu des trucs. Alors par contre là, tu te dis, j'ai peur pour mon boulot quoi. Je suis larguée. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire la vitesse à laquelle. Et puis là, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et mais d'où vient cette motivation que vous avez de vous lancer dans une école, de lancer des challenges Parce que toi, ça fait qu'un an quand même. Anime, quoi. C'est quoi au fond, c'est quoi la petite flamme au fond qui fait que vous y allez encore et encore et encore? Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite peur aussi, enfin, comment contrer ça? Parce que moi, je me dis. Vous avez dit, on refait, ça nous a donné envie de refaire un challenge ou Étienne. C'est quoi la petite flamme au fond qui vous donne envie d'en faire toujours encore un peu, quoi? Bah, en fait, souvent, quand on fait des entretiens d'embauche ou des choses comme ça, on nous demande de donner des expériences qu'on a fait, sauf que les expériences, elles se présentent pas toujours, et surtout en ce moment. Donc l'expérience, si elle n'existe pas, il faut la créer soi-même, entre guillemets. Très bien dit. Et déjà, de 1, après, il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que, certes, nous, on va dire, on est les bons élèves, entre guillemets, puisqu'on fait des choses, mais là, la période est un petit peu compliquée pour les étudiants, il y a aussi le côté psychologique, donc il faut déjà être bien dans sa tête pour réussir à réaliser des projets, être créatif. Parce que je sais que quand il y a des jours où je vais moins bien, où je suis un peu lassé du confinement, il y a moins de créativité, moins d'idées, moins de motivation. Mais oui, il y a des matins où je me lève et j'ai une patate d'en faire et je me dis je vais faire des gros projets parce que déjà c'est hyper gratifiant de faire quelque chose et de le réussir. Là, la chaîne Twitch par exemple que je fais avec quelques personnes, là déjà de monter un projet et de voir que ça marche, c'est un petit bébé qu'on a et c'est fou de se dire je sais pas, il y a des gens qui nous reconnaissent pour ce qu'on fait, qui trouvent que c'est bien et on peut être fiers de nous. C'est pareil pour, je pense pour Clémentine et Léa, elles ont fini de première quand même, donc c'est assez dingue de se lancer dans un projet, de se dire de tous les participants, c'est elles qui ont terminé première, donc c'est ultra gratifiant. Moi je fais pas que ça pour la gloire, mais c'est aussi pour moi-même me lancer des défis. Je sais que j'aime pas trop la routine, donc me dire faire la même chose chaque jour, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, et me lancer des défis, c'est toujours assez gratifiant. Là par exemple, avec le confinement, je peux pas faire grand chose, donc je me suis dit je vais me faire un défi sportif, et du coup je fais du vélo et du running. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça quoi. Ça donne de la motivation pour se lever le matin. En plus des cours, c'est bien. Non mais je suis en stage, donc je gère mon emploi du temps comme je le veux, donc je fais un peu. C'est trop cool la vie en fait. Et les filles, c'est quoi qui vous pousse à relever le challenge? En vrai, tu l'as dit, mais ouais, c'est. Déjà, c'est vrai qu'il y a une partie gratifiante de pouvoir se dire il va y avoir la reconnaissance. C'était pour le petit côté, voilà. Mais après, il y a aussi, moi, c'est vraiment les nouvelles rencontres que je peux faire. J'adore rencontrer des nouveaux profils. J'adore le côté humain et vraiment voir, en fait, des expériences différentes. Et ça m'inspire et ça me motive, en fait. Et je me dis, parfois, j'ai peur d'être trop de faire un chemin un peu différent. Et justement, d'écouter toutes ces expériences différentes, ça me pousse à avancer. Ouais. Et du coup, c'est vraiment, comme créer des expériences, rencontrer des nouvelles personnes et se surpasser. Et ça, c'est top. Et Stéphane, t'as lancé quelque chose d'un peu original quand même avec ton campus, justement dans le gars antistatique et puis un peu hors cadre, où tu dis les pistes ne sont pas linéaires. Ouais. Là, tu es en train de lancer quelque chose pour... Tu me parles du campus à mission, c'est ça? Ouais. Tu me lances la perche là? Ah oui, je te lance la perche parce que c'est quand même... ça vient de paraître dans la presse, c'est apparu ce matin. C'est tout mais neuf. C'est tout neuf, mais c'est aussi des choses on parlait de en RSE rupture. ou développement durable tout à l'heure. Alors moi, j'y suis un peu sensible comme tout le monde, plus ou moins. Après, je pense que ça devient une nécessité, qu'il ne faut pas faire semblant, il faut le faire pour de vrai. Et en fait, donc chez Amos, on a un petit exercice pour tous les directeurs, c'est de faire une business review pour présenter un peu les objectifs, le strat plan sur plusieurs années et tout. Et moi, au lieu de parler que de pédagogie ou de trucs un peu plus classiques, même si c'est important et qu'il y en a dedans, et on parlait de référentiel, le référentiel Amos bouge aussi tous les jours, j'ai fait une grosse partie sur campus à mission. Alors, qu'est-ce qu'un campus à mission? Il y en a qui connaissent les entreprises à mission. Voilà, la loi PAC de Bruno Le Maire de 2019.
Et en fait, je pense que moi, ce truc-là, j'y suis Alors assez c'est quoi, sensible. vas-y, détaille quand même, parce que La loi Pacte, pardon, c'est en gros, c'est inviter les sociétés à rajouter une raison d'être ou une démarche RSE responsable et sociétale au sein de leur statut. Modifier ces statuts pour faire qu'on s'engage pour la planète, on va dire. Voilà. Sur les territoires, Yves Rocher a... Exactement. Yves Rocher est le meilleur exemple local en tout cas. Et j'ai pas la prétention d'être la meilleure école du monde, on sera pas HEC, ESSEC et tout, mais si on peut être un tout petit peu meilleur pour le monde ou en tout cas pour la Bretagne ou autre, et ben j'en serais assez content, ou en tout cas pour le sport business quoi. Et du coup, le campus à mission, on a la chance d'avoir des nouveaux bâtiments l'année prochaine, en septembre 21. Et je me dis, si on a un nouveau bâtiment, nouvelle école, tout est nouveau, autant faire tout bien dès le début, quoi. Et donc, je me sers de ça pour faire un campus à mission, pour que tout ce qui soit produit, fait, réfléchi, enseigné au sein de l'école, soit orienté comme ça. Et là, on a Étienne qui est avec nous, qui est un futur acteur et décideur du sport business. Et je me dis que les générations Trump qui n'ont pas appris ça, qui veulent pas, qui comprennent rien, bah eux c'est foutu, ok. Donc lui on va pas essayer de le changer. Par contre tous les jeunes qui vont décider demain, comme vous les filles, comme Étienne ou autres, eh ben, autant inculquer dès le début des matières, méthodes, idées qui vont dans le bon sens. Et puis après ça sera à vous de décider comment sera demain. Mais voilà, c'est un peu l'idée que je mets dans Et c'est la mission de quoi alors? Bah, c'est entreprise à mission, donc campus à mission. Donc j'ai une trentaine de projets, idées qui font que c'est l'addition des actions qui fait qu'on sera un campus à mission, quoi. Parce que ça n'existe pas vraiment en fait ce terme-là, c'est moi qui l'ai inventé. T'as fait une translation quoi. Ouais, voilà, T'as ouais. un truc qui t'était dit, On parle de pâtes statiques, suivre tout le monde et tout. Moi je me suis créé mon petit truc pour avoir une raison RSE au sein de la formation, au sein de l'école, au sein du campus. Je suis pas obligé, personne ne m'oblige à le faire, mais je le fais, quoi. Une question un peu provoque. Red School of Business, c'est mieux, non? Oui, c'est mieux, c'est différent, ouais. Tout à l'heure, j'ai fait un entretien d'admission avec quelqu'un qui hésitait entre Cage, Red School of Business et Amos. Je lui ai dit que les trois étaient très bien, très différents, et en fonction de ce que lui voulait faire, à lui de choisir, quoi. Mais moi, je prêche pas pour ma paroisse, c'est juste que s'il veut du sport business, du réseau, la professionnalisation, du RSE, etc. et tout, il sera au bon endroit. S'il est peut-être plus générique dans l'économie, qui veut peut-être demain faire de la pharma ou de l'industrie du textile, ou je dis n'importe quoi, ben, il sera peut-être mieux en effet chez Rennes School of Business. Donc, ou à l'IGR, il y a... Ouais, ou voilà. Non, mais, là, je prends l'exemple parce qu'il est cité ici. Mais moi, je suis très à l'aise sur... parfois, l'autre fois, j'avais un STAPS ou Amos. Fais ce que tu veux, en fait. Voilà, il n'y a pas de... La concurrence t'ouvre le choix. Ah non. Ouais. Et je trouve que la concurrence est saine et elle est indispensable. Et je suis un peu sportif dans l'âme, donc forcément, bah, faire du sport seul, ça n'a aucun intérêt. Avec des concurrents, on gagne, on perd, on apprend, etc. Donc non. Il y a Étienne, je crois, qui voulait rebondir là-dessus, je crois. Non. Oui, en fait, rien que déjà, sans brosser Stéphane dans le sens du poil, avoir un directeur qui a justement des valeurs que je partage, ça montre encore plus que une école, c'est plus qu'une école, c'est aussi c'est un ADN, et quand notre ADN personnel colle avec l'école, c'est vrai que moi c'est pour ça que je suis venu à Amos. Il y avait, comme tu dis, pas mal d'écoles qui font à peu près pareil. Je pense, sans les citer, les concurrents, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'Amos c'est une ADN aussi. C'est un ADN qui pour moi ressemble à aucune autre école. Et pour moi, ce qu'on veut mettre en place avec le bureau des associations, par exemple, dont je suis président, c'est des thèmes qui sont à peu près identiques. On a un bureau du développement durable qu'on aimerait développer justement l'année prochaine, parce que là c'était un peu plus compliqué cette année, mais ça c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et puis au niveau du bureau des sports aussi, monter des équipes féminines, parce que cette année on n'avait que des équipes masculines, pour avoir beaucoup plus d'équipes féminines, c'est, je pense, ultra important pour un campus comme Amos. Donc je suis content que, je le savais déjà que je partageais les mêmes valeurs qu'Amos, mais ça me conforte dans cette idée-là en tout cas. En fait, la mission, la raison d'être, c'est donner du sens en fait aussi même. Ouais, la formation, mais donc on parle de développement durable, il parle de mixité, il a raison, Étienne, ça fait partie des actions que j'ai dans ma petite tête. On parlait tout à l'heure du nombre de personnes, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'étudiants que d'étudiantes. J'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes qui intègrent Amos parce qu'elles aussi doivent décider du sport business de demain. Et en fait, c'est un ensemble, quoi. On ne parle pas que du vert, si on peut dire, mais
On parle de comment on se tient, comment on parle, la mixité, la parité, Ouais, et puis tout. si quoi. vous êtes des managers, moi, quand on avait préparé un peu l'émission ensemble, il y a 10 ans, 20 ans, ça aurait été des killers des années 90, quoi. On fait du fric. On voit bien que le monde, il bouge. Ce qui donne du sens à ces étudiants, c'est pas la même chose qui nous donne que le sens qu'on avait nous. Ils attendent autre chose, ils ont envie de faire autre chose, qu'on leur propose autre chose. Moi, j'ai 2 étudiants là qui sont partis, qui quittent Amos. Et donc, ils avaient un peu peur de me le dire parce que ils repartent pas sur le B2 ou sur l'année suivante et tout. Donc, tu parles de fric, moi, j'ai pas de tabou à en parler. Du coup, ça fait de l'argent en moins pour Amos, très clairement. Mais je leur demande leurs raisons et en fait, elles sont justifiées, ils ont raison. Et donc, je vais continuer à les aider, à les accompagner et faire jouer mon réseau pour qu'ils trouvent quelque chose et que qu'ils puissent passer à la marche d'après, quoi. Amos n'est pas une fin en soi, c'est juste que ça a été une étape. Parfois, c'est concluant, parfois moins, parfois ils veulent bouger sur autre chose. Mais il n'y a pas de... Au contraire, quoi. Moi, je veux que les jeunes aient la meilleure formation et le meilleur boulot à la fin, quoi. En fait, qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Donc, Surtout que tu en as beaucoup qui arrivent chez Amos qui ont fait autre chose. Ouais, on a des admissions parallèles, ouais. Dans ceux que moi j'ai accompagnés, c'était des 4e années, c'est ça, 3e année. Donc Étienne en fait partie, il a pas Étienne fait... en 3e. Et 3e et 4e année, t'as eu. Ouais, et donc vous étiez nombreux à venir de plein d'horizons différents. Ce qui sera peut-être moins le cas si t'as les première, deuxième, troisième année. L'école est nouvelle, donc c'est aussi pour ça, mais ouais. Et justement, Clémentine a parlé de richesse, je sais plus si c'est Clémentine ou Léa qui parlait de richesse, mais justement, arriver en 3e année à avoir des étudiants qui viennent d'un petit peu partout et d'univers différents, ça permet, lorsqu'on fait des travaux de groupe, d'avoir une personne qui s'y connaît peut-être un petit peu plus en comptabilité, une autre qui s'y connaît peut-être un petit peu plus en management. Justement, cette addition de force, ça fait que quand on travaille ensemble, c'est encore plus sympa que quand on travaillait avec des personnes qui faisaient la même filière que nous, par exemple, l'année dernière. Puis même là, c'est le cas, du coup, on est tous d'horizons différents et au final, on rencontre encore des nouvelles personnes. Et c'est plus complémentaire qu'autre chose, quoi. Ouais, carrément. Donc faut bouger, c'est ça la conclusion, on est d'accord, faut bouger. Laure, t'as quoi de nouveau dans ton escarcelle? Tu nous sors quoi l'année prochaine encore de fou? Je sais pas encore. J'attends une nouvelle rencontre, mais je crois que, oui, vous l'avez dit, ce qui fait bouger, c'est le collectif. Enfin, moi, je crois vraiment au collectif. Et donc, les nouvelles rencontres, le partage, et voilà, on agrège ça. Enfin, l'intelligence collective, ça fait émerger plein de belles choses. Et je crois vraiment, on parlait tout à l'heure des valeurs que porte l'école. Moi, je suis un pur produit de l'université de Rennes 1, puisque voilà, je suis passée par la fac et par l'IGR. Et j'en suis très fière et j'ai aussi envie de rendre en fait à l'université de Rennes 1 tout ce qu'elle m'a apporté. Et donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui anime. Vous en avez parlé tout à l'heure du sentiment de reconnaissance en fait. Voilà. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Moi, j'aime bien que tu dis ça parce que moi, je suis un produit de Rennes 2. Donc, pour ceux qui sont... Ouais, mais enfin, il n'y a pas de comparaison. Je faisais plus de mois de grève que de cours. Ah non, mais c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. Peut-être, mais en tous les cas, c'était il y a 25 ans et franchement, en revanche... Mais c'était génialissime. J'avais affaire à des tronches, j'ai découvert des disciplines. Je savais même pas qu'on pouvait raisonner comme ça. Et quand Rennes 1 m'a proposé, alors là c'était la petite revanche, je vais être prof à Rennes 1 alors que je suis de Rennes 2, mais c'est la pluridisciplinarité de l'université, c'est quand même assez magique. Voilà, c'est pas des choses qu'on les traîne après dans ses valises, on sort. Moi, je sais pas toi, mais ça me sert beaucoup à comprendre le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui. Il y a cet effet Médicis où tu as de la techno avec des comportements, avec de la socio, de l'éco, tout ça qui est en train de bouger, où les gens ils cherchent du sens. Et moi, ce que j'aime bien justement avec Antistatique, c'est ça. Enfin, vous êtes les premiers, vous inaugurez le truc, mais il y a ce côté vraiment pluridisciplinaire. C'était important que ce soit des intellectuels en fait qui viennent parler, des intellectuels faiseurs. Et vous, quoi, qui êtes vraiment des jeunes... voilà, on a d'autres personnes qui sont là, qui nous regardent, qui sont tout jeunes. Et c'est ça qui est assez dingo. Enfin, les entreprises, le campus à mission, des challenges digital transformers. Moi, Alors, c'est bien de le dire, maintenant, il faut le faire. Donc, tu rendez-vous... oui, bien sûr, ouais. Et rendez-vous dans 1 an et demi pour voir ce qui est fait, pas fait, en cours, parce qu'il y a des choses qui vont se faire facilement, d'autres qui vont être plus dures, faut pas se mentir. Non, c'est pas facile. On n'a pas dit qu'être antistatique, c'était facile. Justement, ça me fait penser à une question, ça. Être antistatique, c'est pas facile. A fortiori dans un univers qui n'est pas. Donc, quand tu commences à faire bouger quelque chose, dans quelque chose qui est très lent, qui est très installé, tu crées une réaction.
Enfin, nous, on voit quand on transforme les entreprises, il y a des réactions qui se génèrent. Est-ce que vous avez eu affaire à ces réactions d'opposition, de frein, et comment vous avez réagi? Vas-y, Laure. Oui, alors là on va parler d'un autre challenge, le challenge 24 heures pour entreprendre. Donc là c'est les étudiants de tous les départements de l'UT de Rennes, donc chimie, génie méca, génie civil, qu'on met en situation et pendant 2 jours ils doivent créer une entreprise fictive. Donc à l'époque j'étais chef de département quand on a voulu mettre ça en place, donc on l'a présenté en conseil de direction aux collègues. Et alors là ils nous ont regardé avec des yeux ronds, puisque c'était vraiment la culture scientifique et puis on leur a dit si ça va être génial, venez. Donc ils l'ont fait, les étudiants sont revenus avec la banane, enfin voilà, hyper contents. Et à la fin on s'est dit, chiche, l'année prochaine, vous venez participer en tant qu'équipe de profs dans les mêmes conditions que les étudiants. Et en fait, donc l'équipe de chefs de département s'est motivée à créer une équipe pluridisciplinaire. C'est bon ça. Et à jouer le jeu. Et après, c'était des vrais ambassadeurs. Et en fait, c'est ça, c'est convaincre les collègues de venir voir quand ils ne connaissent pas ce type de dispositif. Et quand ils échangent avec les étudiants ou quand ils le vivent par eux-mêmes, ils se disent ah bah ouais, c'est puissant, je vais. Et après, voilà, on a des... Donc c'est la preuve par l'exemple, en fait, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Parce que là, les profs, ils faisaient autant que les élèves, c'est-à-dire oui, ils étaient dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Ils ont gagné, ils ont perdu. Savoir le final. Ils sont pas gagnés. Là, c'était un petit sûr que c'était élèves. En fait, on leur a imposé de pitcher à la soirée de clôture. Donc, donc ils ont été bons. Je dois l'avouer, ils ont été bons. Ouais. C'est QFD quoi. Et donc pendant 5 ans, on a réussi à motiver comme ça les équipes de profs. Et c'était super sympa. Je trouve que la pédagogie par l'exemple, c'est plutôt pas mal. Et les étudiants, là, les filles et Étienne, je sais pas, est-ce qu'autour de vous, vous avez des étudiants qui... est-ce que vous avez leur donné envie de bouger aussi? J'espère. Après, moi j'ai un peu cette impression aussi de... une fois qu'on est dedans, on commence à connaître du coup des... Enfin moi par exemple, Digital Transformer, je connaissais pas. En fait, je connaissais pas. Et on se rend compte qu'il existe plein de choses, mais j'ai pas l'impression qu'elles sont si mises en avant. Ou alors on essaie de les mettre en avant, mais elles le sont pas assez parce que du coup, nous là, on est au courant qu'il y a tout ça. Étienne, t'es au courant aussi qu'il existe plein de choses. Mais au final, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui se plaignent qu'il n'y a pas assez, qu'il n'y a pas assez de possibilités. Et en fait, on se rend pas compte qu'il existe plein de... Voilà. Et est-ce que c'est ne pas être renseigné, ne pas avoir la motivation, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aimerais pouvoir donner l'envie, que nous tous, on donne l'envie de faire ces challenges et que ça soit plus mis en avant. Mais tu le fais, en fait, quand tu es dans l'entreprise... déjà que tu vas transformer l'entreprise, souvent c'est la direction générale qui te demande de venir transformer des choses. Alors tu rentres par un petit bout. De toute façon, c'est dur. Moi j'ai été salariée, j'ai eu des périodes où c'était super dur. J'ai été figée parce que fatiguée, parce que tu bosses, parce que comme disait Étienne, c'est pas marrant tous les jours. Tu viens d'avoir un gamin, il fait pas ses nuits, donc toi non plus d'ailleurs. Et donc en fait souvent il y a 2 attitudes. Soit tu dis aux gens et tu juges, soit tu les prends par la main. Tu les amènes un petit peu avec toi, tout doucement. Et parce que tu amènes les gens tout doucement à faire toujours le tout petit pas, je pense que c'est ça. Voilà, tu leur amènes une petite chose et puis on apprend le goût de bouger. Ouais, parce que vous n'avez fait que nous donner l'exemple que vous avez découvert un truc, ça vous a dit, vous avez poussé un peu vos limites, puis vous êtes allé un tout petit peu plus loin, un peu plus loin. Nous, nos transformations, les gens, ils sont repartis, ils rebougent pendant les 5 ans à venir. C'est une fois que tu as regoûté au mouvement, et qu'on t'a rassuré, qu'on t'a épaulé, qu'on a été là pour toi, c'est ce que vous faites avec vos étudiants. Oui, après, les gens, ils repartent quoi. Après, je pense que tu disais faire connaître. C'est compliqué ça. Mais peut-être il faut qu'on lance une chaîne Twitch dédiée. Et tout ce qu'on fait. Oui. Mais c'était ceci. Mais je pense que c'est vrai. Il y a... Après, des fois, on va passer par des mails. Il y a plein de trucs partout. Il y a plein de mails, des choses comme ça, et tu comprends. Moi, justement, j'ai dû voir passer, mais je comprenais pas bien en quoi ça consistait. Et des fois, t'es prise par autre chose et t'as pas le temps de... Enfin, tu vois le mail passer, tu te dis oh je vais ça plus tard, t'oublies, alors que voilà, c'était vraiment dedans, tu discutais avec les bonnes personnes et là tu fais ah bah oui, tiens, l'année prochaine je vais faire ça et faut essayer de rendre l'information encore plus présente, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quoi. Et Stéphane, tu fais comment toi pour résister à l'opposition et donner envie? Il faut faire et le faire savoir aussi surtout. Après il y a Étienne qui va intervenir, donc on va le laisser parler, mais moi je m'arrête pas sur les oppositions ou les freins. Je pense que le wagon il est en marche et soit on le prend en route et puis on avance, soit on le rate et puis on fait autre chose ou voilà. Mais
Moi, j'avance, je propose, après on acte forcément, mais en tout cas, si on fait rien, bah, on ne sait pas quoi. Et parfois on se plante, hein. Ça, je ne dis pas que tous les projets sont une réussite ou autre, quoi. Donc, mais en tout cas, si on fait rien, on ne le saura pas. Donc voilà, c'est pour ça que moi je tente, je propose et j'y vais. Tu fais une première action et tu vois comment ça réagit. Ouais, je prends la température et puis on ajuste, on optimise. Et c'est ce que je dis tout le temps, hein, mais les bonnes idées, enfin, elles viennent aussi bien des étudiants que des stagiaires, que du président, que des amis, que de la famille ou autre, quoi. J'ai pas de... Si demain c'est mon fils qui a 3 ans qui me donne une idée, bah, peut-être que je la ferai, quoi. Mais... ou peut-être pas, mais voilà, n'importe qui peut, si c'est ce soir qu'il y a une idée, demain elle peut être chez Amos, quoi. Donc il n'y a pas d'idée pour l'instant. On va voir, mais non mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il Ouais, n'y a je pas de suis d'accord. frein à l'innovation, à la création ou au projet, quoi. De mon côté en tout cas. Étienne, tu voulais intervenir? Ouais, alors par rapport à la première question, déjà, c'est est-ce que pour vous c'est facile d'être antistatique? Bah, là, par exemple, le cas où je suis actuellement, donc en service civique, dans un club de foot, donc le club est composé à 100%, à 100% ou presque de bénévoles. Donc parfois je fais plein de choses, mais parfois je suis obligé d'attendre les autres. Parfois ça me rend un peu fou du coup de devoir attendre les autres, mais ça doit sûrement être la fougue de la jeunesse un peu parfois. Donc oui, c'est un peu compliqué. Même j'en parlais avec ma meilleure amie, j'en ai discuté pas mal de ça. Justement, elle aussi c'est une grosse bosseuse, et justement quand elle est dans un groupe avec des gens qui bossent pas, ça l'énerve. Et même nous, quand on fait, par exemple, on sait qu'on a des choses à faire et qu'on le fait pas. Et par exemple, on se dit, bah aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille, je vais regarder Netflix toute la journée, bah on culpabilise presque le soir en se disant, mais en fait, bah j'ai rien fait de ma journée, enfin, rien fait de... Évidemment, on a regardé une série, mais j'ai rien fait de très productif, donc parfois c'est un peu difficile à vivre et de se dire, bah à la fin de la journée, ouais, bah j'ai rien fait du tout. Mais concernant ouais, toutes les initiatives qu'il peut avoir, je pense qu'il y a, sans être méchant, mais je pense que parfois chez les étudiants, certes, on n'est pas toujours bien informé, ça je m'en rends bien compte, mais il y a parfois un petit peu de mauvaise foi aussi, avec des gens qui ont... C'est bien, c'est pas moi qui le dis. Non, mais en vrai, oui. Bah, moi, par exemple, je vais prendre un exemple très, très drôle et actuel, puisque demain on est en partiel et qu'au début j'ai dit à Hélène, Ouais. non, il y a partiel, voilà. Et en fait, je me dis, mais je suis plus heureuse à être ici, à partager un truc, et c'est un partiel c'est- dans ma vie. Ouais, c'est une j'ai déjà expérience révisé, concrète, ouais, voilà. Et Et partiel, on va repasser d'autres, quoi. ouais, donc c'est sera ça. pas Et puis le temps. j'ai eu cette mauvaise foi de dire ça, et puis Léa et Malice, elles m'ont dit, mais Clémentine, tu ne peux pas dire ça. En fait, je fais, mais c'est vrai, c'est totalement bête, et du coup, Non, sur c'est ça pas que je suis bête, là. non. Du coup, t'es là. Voilà. C'est ça, et je suis bien contente d'avoir C'est fait quoi? cette décision. C'est le plaisir que tu as fait passer avant tout? Ça te fait plaisir de venir ici ou c'est une nouvelle expérience? Ouais, C'est quoi? en fait c'est l'ensemble de tout, c'est une nouvelle expérience, ça me fait plaisir. Je pense que ça va concrètement plus m'apporter d'être là ce soir que voilà, mon partiel je l'ai quand même révisé avant et dans tous les cas que je perde 3 heures, enfin pas que je perde mais du coup que je sois 3 heures ici ou 3 heures à réviser, est-ce que 3 heures vont changer le destin de mon partiel? Je ne pense pas. Et même si c'était le cas, c'est une note et je préfère avoir cette expérience où j'aurai quelque chose à raconter. Et je me dis, par exemple, mon futur employeur, plus tard, je pourrais lui raconter que j'ai fait ça, que ma note, que j'ai 12, 15, 8, bon, au final, c'est une note et c'est sur le papier, quoi. Donc, Même moi, j'étais d'accord avec un truc qu'Etienne il a dit, c'est par exemple de faire quelque chose de ta journée, le soir tu te couches et tu te dis, ah bah ouais, par exemple, le soir je vais me coucher, je me dis, ah ouais, j'ai quand même fait une émission aujourd'hui, et c'est une petite fierté, tu te dis, ah bah j'ai envie d'en refaire dans ce cas-là, mais c'est vrai que quand tu te couches et tu sais que t'as juste regardé Netflix toute la journée, bah tu te dis, bon, bah j'ai pas envie d'avoir d'autres journées comme ça, et c'est vrai que le fait de faire des projets, ça même, je pense, ça te donne une... Je sais pas, tu finis par être fier de toi et te dire, ah ouais, quand même, je sais faire ça, et je pense, bah du coup, antistatique, c'est un peu... ouais, se lancer des projets pour aussi pour toi et pour les autres. Donc, et comme vous avez dit, vraiment, je pense que c'est vraiment un cercle. Et c'est vrai que plus on en fait, plus on a envie d'en faire, et on est dans cette dynamique. Et faut pas qu'elle redescende, sinon on a envie de restagner. En fait, Descend jamais, hein. Regarde Laure, elle en a tous les jours plus. Ouais. Ah, mais oui, c'est un Tous les jours. C'est comme une drogue, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Puis Ouais, les gens c'est qui pour ça, sont, c'est- les gens qui bougent attirent les gens qui bougent, hein. C'est... Oui, puis tu as des tels retours. Enfin, Ah bah. voilà, tu vois grandir, tu vois prendre confiance les apprenants. Tu dis, ouais, ça a du sens ce que je fais. Donc, tu continues. Et tu te nourris toi-même avec les rencontres que tu peux faire. Enfin, moi, le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, hein, c'est hyper enrichissant. Donc oui, tu continues. Après, il faut effectivement
limiter la charge, enfin arriver à Il faut te canaliser concilier, quoi. et réussir à... Et puis être entouré, enfin c'est l'essentiel. Moi tous les projets je les porte avec des super personnes. Voilà, elles se reconnaîtront. Et tu saurais, ou Stéphane, vous sauriez dire, des gens qui nous écoutent, ou même à nous, c'est quoi la touche en plus? C'est quoi la petite touche qui fait que vous êtes antistatique? C'est quoi le petit truc? Ou c'est quoi le truc qu'il faut avoir pour la petite graine à mettre Je sais pas. Faut oser, faut tenter. C'est peut-être un état d'esprit aussi, hein, je pense. que c'est un état d'esprit, Mais mais... pas réfléchir. Des fois. Ouais. Ouais, pas réfléchir et foncer parfois, parce que... Analyser aussi, il y a quand même. Non, mais si on réfléchit, on prend l'exemple du bureau des assos. Je sais que Stéphane nous avait dit qu'il fallait s'inscrire avant tel jour. Et je crois qu'il y avait 6 jours entre le moment où il nous a dit qu'il fallait s'inscrire et la fin des inscriptions. Et pendant les 6 jours, je me suis dit, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Bon, au final, je l'ai fait parce que, on va dire que je me disais, non, mais si je le fais et que je me fais pas élire, ça va être la honte. Ou si je le fais et qu'au final, personne vote pour moi, ça va me rendre triste. Au final, il y a eu que 6 candidats, on était combien 5 candidats, donc les 5 étaient élus. Donc, mais même dans tous les cas, avec le recul, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je me remémore les moments où je réfléchissais, je me disais, est-ce que je dois le faire ou pas? Et je me dis, mais pourquoi t'as pas dit oui plus tôt, quoi? Pourquoi tu t'es pas lancé plus tôt? Parce que évidemment que c'est ultra enrichissant, même là, peut-être là ce soir, c'est ultra enrichissant. Donc là, Clémentine et là, je les aurais peut-être rencontrés dans un bar. Là, c'est plus sympa de les rencontrer dans ce cadre-là. Donc, Puis on sait pas en quelle année, parce que dans un bar... c'est ça. Non, mais bientôt. C'est intéressant, il y a un mal 2035 qui nous dit tenter, c'est la clé de la réussite. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la clé de l'antistatique tenter? Ouais, Moi, je pense que oui. Ouais. Ça en fait partie, ça y contribue, c'est certain. Oui, quoi. c'est ça, il n'y a pas que ça, mais... Le collectif, Pas je dirais. avoir peur de l'échec. Le collectif. Ouais, tu peux pas faire Ouais, du c'est vrai. génie si t'es tout seul. Parce Pour que moi, c'est la base. Moi C'est j'ai le collectif. essayé, j'ai fait mes petites vidéos toute seule et j'en avais ras-le-bol de parler de moi-même et de dire à quel point j'étais exceptionnellement intelligente pour parler de transformation digitale et d'expérience client. Genre il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi. Ça t'est Il n'y client de avait dire que ça. moi. Voilà, il n'y avait que moi. Alors que la chaîne, l'idée, le truc, c'était juste une phrase, un titre. Et il y a plein de gens autour et on est là ensemble et c'est que la première. On a 23 spectateurs, on en 26. Non, C'est pas- 2300. Mais j'ai quand même la chance de vous avoir, on a réuni, enfin c'est génial d'avoir, vous êtes là avec nous pour parler de votre vie pro et un truc, et moi je suis persuadée, je vous prends le pari, qu'on finira, si ces émissions marchent, on fera un bouquin sur c'est quoi être antistatique. On reprendra tout et on trouvera le gène de l'antistatisme. J'ai pris des notes. Ah mais je suis sûre, je suis sûre. Je pense qu'il y a un vent confinement après confinement aussi. Mais... Non, mais c'est vrai que le groupe, je sais que justement, nous dans notre groupe créa, si j'avais été toute seule et que j'aurais dû faire ça, il y a plein de moments où je me serais démotivée parce qu'il y a des moments où c'est pas facile. Et justement, il y avait peut-être un moment où j'étais démotivée et on s'est remotivé dans Clémentine, Maëlys, tu te remotives et à l'inverse, à des moments, ça peut être elles qui sont démotivées. Et le fait d'être un groupe, c'est sûr, on a tous des moments un peu de down, mais ça nous aide à remonter et avoir de nouvelles idées et se dire non, allez, j'y vais pour les autres, il n'y a pas que moi là-dedans. Et moi, vous m'avez motivée. Et voilà, et toi aussi, tu nous as Tous les motivés. jeudis matins, qu'on avait Ah ouais. des sessions tous les jeudis matins, vous c'était jeudi après-midi, et on en parlait avec Laure. Allez, on accroche notre sourire et on y va parce qu'il faut donner de l'envie. Et puis il y a eu des moments où moi aussi j'étais pas super... c'est dur pour tout le monde le confinement. Et de sentir... Donc peut-être il faut s'obliger à faire des trucs quand ça va pas, quoi, et avoir du monde autour de soi et des projets, Après, ça te même s'ils sont remotive tout petits. Non, mais oui, carrément. Je pense, tu vois, au-delà de la précarité que peuvent vivre certains étudiants qui est difficile, c'est le fait d'être isolé derrière son ordinateur qui est extrêmement pesant. À partir du moment où C'est tu horrible. recrées des interactions parce que tu travailles en groupe, Ouais. c'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle dynamique. Donc, Teams devient ton meilleur ami. Donc, le Covid, justement, ça a renforcé votre volonté d'être antistatique, ça l'a atténué, ça a fait quoi? Ça a joué ou pas? Moi, je Ah, il y a Étienne qui lève la main. En fait, c'est marrant parce que les confinements, les différents confinements, je sais pas pour vous, mais je les ai vécus totalement différents. Oui. Le premier, c'était un peu la claque, en me disant tout s'arrête et je vais rien pouvoir faire, mais vraiment rien du tout. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui est influenceur, Instagram, on voit oui, ils se mettent à la couture, oui, ils font ça, et
tu étais en train de te dire, mais on va être obligé de faire De la d'être couture. ultra productif pendant le confinement, et j'avais presque une pression à me dire, merde, mais ils sont presque trop productifs et moi je fais rien. Et du coup, j'étais pas angoissé, mais genre, c'était un petit peu bizarre. Le deuxième, je l'ai beaucoup mieux vécu, où du coup, c'est à partir de là où je me suis vraiment lancé dans des projets. Et là, le troisième, même si c'est pas vraiment mon confinement, c'est presque de l'habitude, mais on fait comme si de rien n'était. Mais c'est vrai que le premier confinement a fait beaucoup de mal. Et c'était la claque. Mais après, le deuxième, je pense que c'est le deuxième confinement où j'ai vraiment fait tout pour faire des choses. Moi, c'est un peu à l'inverse parce que le premier confinement, justement, je me suis dit que j'avais plus de temps libre. Et par exemple, des trucs tout con, j'écoutais jamais de podcast avant, je me suis mis à écouter des podcasts et ça m'a fait réfléchir différemment. Et j'étais dans un train-train, genre école, travail, sport, et puis ça m'a fait découvrir par exemple des parcours de personnes. Je me suis rendu compte, ok, c'est pas parce que je vais aller dans telle voie plus tard que ça sera mon métier. Et je me mettais vachement de pression en me disant, non mais si, faut que tu fasses ça parce qu'après il faudra que tu fasses tel métier. Et ça m'a appris à prendre du recul sur plein de choses. Et du coup, c'est des petites habitudes que j'ai gardées maintenant et qui me permettent d'avoir vachement de recul, donc que j'ai gardé pendant le deuxième confinement. Bon, nous c'était pas pareil parce que du coup, créer au deuxième confinement, ça nous a pris vachement de temps et donc on avait la tête dedans. Donc c'est pas là où on a lancé d'autres projets. Mais c'est vrai que ça te permet, je trouve, à réfléchir sur toi-même et sur les projets aussi que tu veux lancer. Parce que t'es pas resté statique, quoi qu'il se soit passé, t'as fait des choses nouvelles, t'as tenté de choses nouvelles. La curiosité, l'envie d'apprendre, c'est ça qui transparaît. Puis moi pour ma part, le fait d'être chez moi, d'habitude quand je suis ailleurs dans la journée, je me dis je suis fatiguée, ce soir je vais être tranquille, je vais regarder un film. Et en fait là, comme j'étais tout le temps chez moi, je me suis dit mais non en fait, pourtant j'avais la même charge de travail, bon peut-être pas au premier confinement, mais et du coup je me dis mais il faut que je trouve d'autres trucs en fait à faire à côté. Et du coup c'est là que je me suis dit mais tous les soirs à telle heure en fait justement je fais du sport. Pour ma part, j'ai pas du tout perçu ça comme une pression, mais vraiment je me suis dit mais je vais découvrir autre chose, je vais essayer, je vais cuisiner alors que je cuisine jamais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que là, je me suis trouvée entre guillemets une excuse d'être chez moi, du coup, je peux faire ces choses-là. Mais en fait, dans ma vie de tous les jours, quand je pourrais ressortir, il faut que j'arrive à les maintenir. Ça m'a vraiment donné le goût à certaines choses qui vont rester des petites habitudes. Le goût de la découverte donne encore plus d'énergie à découvrir autre chose, quoi. C'est un cercle vertueux, quoi. Et puis, ça a totalement bouleversé nos vies, je pense. Et ça peut être positif dans certains cas et il y a des petits trucs positifs qui vont rester. Je te lance la perche que je connais, c'est Digital Transformer, on l'a connu en physique avec tout le monde, dans des salles bondées. Étienne qui voulait intervenir. Étienne, je te donne la parole juste après. Est-ce que dans le Covid, est-ce que tu as eu un Digital Transformer Nous avons eu un Digital Transformer nouvelle génération, anti-statique. Le Covid, toi, pour l'avoir vécu, ça t'a encore plus motivé de le faire. Parce que a priori, c'est pas possible, mais tu l'as fait quand même, quoi. Oui, je pense que c'était important de le faire. C'était important qu'on soit au rendez-vous. C'était important de proposer des expériences. Important pour qui ? Pour les étudiants aussi. Enfin, avant tout, de pouvoir proposer, d'être en capacité de proposer des expériences qui sortent de la routine, des expériences c'est aussi à part, elles sont particulières. T'es un prof, quoi. T'as une responsabilité vis-à-vis de tes étudiants. Et puis il y a aussi le collectif. Enfin voilà, je pense qu'on est une super équipe dans Digital Transformer et voilà, je pense que cette dynamique collective, elle pouvait nous amener à réfléchir, à nous réinventer sans que ce soit insurmontable en fait. On l'a fait. Étienne, et je pense qu'on en gardera des bonnes choses. Ouais. Tu nous poses des questions, Marwan? Je voulais juste conclure sur la partie Covid et dire qu'au final, c'est vrai qu'il y a eu forcément des effets avec la fermeture des bars ou des boîtes de nuit ou des choses comme ça qui ont beaucoup impacté les étudiants, mais au final, le fait que ça soit fermé, moi, personnellement, j'ai l'impression de m'être un petit peu réinventé en faisant d'autres choses que j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu de confinement. Donc certes, il y a beaucoup d'effets négatifs. Moi personnellement, heureusement, on va dire, tu n'es plus alcoolique. J'ai pas eu de personnes qui ont eu le Covid dans mon entourage, mais c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, des effets positifs à en tirer, même si sur le fond, c'est un peu triste ce qui se passe. Bien sûr. Et Stéphane, tu voudrais Non, mais j'avoue que moi aussi, j'ai plus saisi ça comme une opportunité, tout ça, parce que premier confinement, chômage partiel, j'ai profité de ma famille, parce que j'étais à Paris avant, donc au moins j'ai vu mes enfants un peu plus. J'ai trouvé ce nouveau job que j'adore.
Et depuis que j'y suis, en fait, le fait d'avoir moins d'étudiants, du distanciel, qui est quand même compliqué à gérer pour les jeunes, parce qu'on préférait tous les avoir sur le campus, plutôt que de ne rien faire ou d'attendre, je profite de la période, moi, pour créer plein de partenariats, pas dans tous les sens, mais de manière mesurée et cadrée et intelligente pour l'école, pour que toutes ces phases de négo qui prennent 2, 3, 4, 5, voire 6 mois parfois, avec le Stade Rennais par exemple, qui est un grand club, qui sont assez durs à faire, et ben en fait tout ça est fait. On me dit mais pourquoi maintenant? Parce qu'il n'y a pas de stade, personne dans les tribunes, on peut rien faire, ils prendront pas de stagiaires parce qu'ils sont au chômage partiel. Parce qu'en fait toute cette négo là, elle est faite, elle est signée, elle est validée, et puis l'année prochaine on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait. On a déjà signé, on change les petites lignes parce que forcément il y aura du présentiel, mais le plus dur est fait, et donc c'est du temps de gagner pour l'année prochaine. Et là je prends le Stade Rennais, mais il y a Arkea Samsic, enfin il y en a plein d'autres dans les tuyaux comme ça. Et tout ça c'est autant d'opportunités qu'on offre ensuite aux jeunes pour qu'ils aient une insertion, pour qu'ils aient un stage, pour qu'ils aient une alternance ou autre. Donc C'est un vrai discours d'optimiste, parce que l'optimiste il voit les opportunités dans toute difficulté. ouais, Il voit les problèmes en fait. moi je m'en tiens aux faits, et dans les faits ça fonctionne. J'ai un petit jeune que j'ai eu il y a 2 jours au téléphone, il me dit ouais, je viens de descendre de ma chambre en criant, j'ai mon stage chez Arkea Samsic, je vais faire le tour de France, c'est génial. Moi ça m'a fait ma journée quoi. Donc ça fait 2 mois que je négocie avec eux, il a le stage un peu parce que j'ai poussé, parce qu'on va faire un truc après. Mais 2 mois de boulot pour qu'un jeune fasse ça derrière, c'est bon, tout est là quoi. Donc être antistatique, c'est y croire tout le temps en fait. Ouais, c'est y croire, c'est tenter, c'est parfois tomber mais se relever et apprendre de ça quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu Chewbacca 35 qui a fait une remarque. Ah, Chewbacca, c'est d'actualité en plus. Chewbacca 35 qui a dit à un moment donné, alors j'ai plus la question est partie, où l'échec peut être instructif ou intrusif, mais je pense que c'est instructif peut-être. Donc même l'échec est bénéfique. Ce serait une autre émission, mais... Ouais, et je voulais dire que c'est qu'on vous demandera sur des sujets, mais moi c'est un sujet qui me tient à cœur, et t'en parlais. C'est l'échec, pour moi c'est pas la fin, c'est le début justement. Ouais. Un rebond, Mais quand t'es dans l'échec, t'as la baffe quand même. sur le moment. Mais effectivement, il y a des moyens de rebondir. De toute façon, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut rebondir. C'est qu'il faut bouger. Et c'est bouger fait que ça va aller mieux à un moment. Mais si tu t'arrêtes, c'est pire. Mais ce que tu disais, c'est que tu t'arrêtes pas sur l'échec. Non, du tout, non. Je voudrais pas mal citer une personne parce que c'est Nelson Mandela, mais je crois que Nelson Mandela disait beaucoup, on apprend de ses erreurs, etc. Et tout, donc dans l'esprit, c'est ça. Il disait que je gagne à tous les coups. Ou Ouais. je réussis ou j'apprends. Voilà, exactement. Donc je voudrais pas mal le citer, mais en tout cas, c'est ça dans la dynamique, quoi. Il y a Étienne qui veut parler. Ah oui, en gros, pour parler de l'échec qui est bénéfique, au final, ma vie n'a jamais eu autant de sens depuis que j'ai raté ma classe prépa. C'est mon impression. En gros, j'ai fait une classe prépa et je savais directement dès octobre que je voulais arrêter. Moi, j'étais parti déjà pour rentrer chez papa, maman, mais papa, maman ne voulaient pas. Donc, ils m'ont dit tu restes jusqu'à la fin de l'année. Et au final, moi, je trouve que, c'est comme je disais, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé un sens à ce que je fais dans mes études. Depuis que j'ai raté ma prépa, j'ai changé totalement de voie, en allant plutôt vers de l'alternance et plus de pratique et moins de théorique. Et depuis, je m'épanouis 2 fois plus. Donc au final, je le vois pas comme une année perdue, je le vois juste comme une année qui m'a permis de savoir que j'étais pas fait pour la prépa et que je pouvais faire autre chose. Et moi, j'ai comme une question, Étienne. Est-ce que tu as gardé quelque chose de positif de la prépa? Est-ce que tu as appris des choses dans ta prépa? Ah plein. Il y a des... Faut le dire aussi. Le travail et tout, ça m'a servi beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, mes parents, avec le recul, je l'ai compris, mais c'est pour ça qu'ils me poussaient pour que je reste toute l'année, parce qu'au final, pendant cette année-là, j'ai appris plein de choses, et même au niveau de... je me suis pris une grosse balle dans la gueule, j'étais dernier de ma promo, je me prenais des 8 toutes les semaines, donc au niveau de l'ego, on n'était pas au top. Honnêtement, et forcément là du coup maintenant que je suis à Amos et que ça se passe beaucoup mieux, je savoure encore plus. J'adore. Non mais c'est vrai, on fera une autre émission là-dessus parce que moi aussi ma vie elle a jamais été plus merveilleuse que depuis que mon associé et que ma boîte a fermé. C'est génial, donc effectivement c'est libérateur quand t'es pas au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, c'est vraiment bien. Moi bon ça fait déjà 1h30 qu'on parle je pense, ouais quasiment 2 Est-ce heures. qu'on fait la question sur les lunettes 1h10. Ah 1h10, Non, j'étais là, Ça passe vite. Non, mais c'est bien. On avait dit qu'on ferait la question sur les lunettes. Ouais. On a des gimmicks, c'est-à-dire qu'on voulait, mais on les a pas eu à temps, avoir des lunettes spéciales antistatiques, mais des lunettes magiques, et on voudrait vous demander si vous aviez ces lunettes magiques qui vous permettent de voir le monde autrement.
comment vous aimeriez le voir pour qu'il y ait plus d'antistatiques dans le monde? Oula. C'est compliqué, hein. Bon, tu mets tes lunettes antistatiques et tu vois quoi? Et tu vois quoi? On va l'affiner la question. Ouais. Vas-y. Non, ça... Vas-y. Non, je sais pas, mais enfin moi j'aimerais peut-être plus encore voir le côté positif parce que là justement on a parlé de positif, on dirait peut-être on est trop parfait et tout, mais en fait peut-être pas du tout. On a tous, moi j'ai tous mes moments aussi où je vois les choses négatives, je me dis non mais là c'est bon, je vais pas y arriver. Et justement j'aimerais avoir tout le temps justement ces lunettes antistatiques pour être toujours positive et me dire mais en fait ouais faut aller de l'avant et j'aimerais en tout cas aussi que les personnes aient beaucoup plus comme des lunettes qui permettent de voir les choses avec plus de bienveillance parce que peut-être qu'on a beaucoup qui se bloquent à cause du regard des autres et on a besoin de bienveillance et je voulais en parler tout à l'heure mais aussi remercier les personnes par exemple alors moi te remercie pour tout ce qui est créalité tout ça, Hélène aussi pour tout l'accompagnement parce que même remercier mon groupe tout ça parce que remercier peut-être on le fait pas assez et Si vous et le ça faites beaucoup. ouais mais peut-être pas tout le monde tu vois Mais c'est peut-être bien. nous mais ouais genre ça donne la motivation. Ouais. Ça donne envie de continuer et non je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que des fois on a un peu trop envie de, enfin surtout notre génération je pense avec les réseaux sociaux t'as vachement le regard des autres, ah mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça et en fait des fois tu te dis non j'aimerais bien je voudrais s'en foutre un peu du regard des autres pour pouvoir avancer dans tes projets et être je sais pas comment dire ça mais être au milieu dans ta personne, enfin je sais pas comment le dire mais oui voilà Assumer ce que tu es. Ouais, assumer ce que tu es et je pense que si tout le monde regardait les choses avec bienveillance et pas en essayant de te rabaisser, te disant ah bah non ça t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ci et te dire ah mais si ça c'était bien et je pense que déjà avec ça on pourrait vachement plus avancer et ouais ça te donne de l'envie et du courage. Ça reboucle avec ce que tu as dit des commentateurs, en fait. Les commentateurs, ils te donnent pas confiance en toi, ils ne sont que destructeurs en fait. Et justement, ne plus écouter les commentateurs et mettre des lunettes de je m'assume et j'avance. Oui, non mais oui tout à fait parce que... L'autre fois, je pensais à ça, mais c'est marrant. Mais je me disais qu'à 20h, quand on regarde les infos, à chaque fois, Covid, mauvaise nouvelle, machin, etc. Je me dis, tiens, s'il y a une chaîne demain qui monte à 20h, le journal des bonnes nouvelles, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'audience que la 1, la 2, la 6 ou je ne sais quoi. Il n'y a pas assez, tu l'as pas. Ou BFM, peu importe. Mais, Non, ça marche jamais les bonnes parce que nouvelles. mine de rien, il y a quand même plein de trucs qui se passent qui sont hyper bien, hyper positifs. Et mériterait qu'on les mette plus en avant, qu'on les partage, qu'on les exploite, qu'on en parle, qu'on fasse profiter les autres. Moi j'écoute de temps en temps à 13h, tu as une nana qui met en avant tous les gens qui ont des belles initiatives, des entrepreneurs, des gens qui font des choses qui marchent. Quoi. Sur France Inter aussi, t'as la même. Aussi, Et c'est sur ça me fait rire parce que c'est sur les jeunes et je sais plus ce que c'est, le journal des bonnes nouvelles, je sais plus quoi. Et mon fils, comme la classe est à la maison en ce moment, mon fils qui dit ah super, il parle que des jeunes dans une chaîne de vieux. C'est évident. Je me suis dit que nous ce serait pas le cas, on aurait des jeunes qui nous écouteraient. Et toi si tu chausses tes lunettes alors antistatiques? Non mais je suis d'accord avec vous les filles, mais antistatique, qu'on fasse des choses pour que la planète reperde les 2 degrés qu'elle est en train de prendre parce que je trouve que c'est important. Quand je voyais les glaciers l'autre fois à Chamonix ou autre, quand on voit tout ce qu'on perd et tout, c'est quand même assez effrayant. Et je me dis que dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, nos enfants ne verront pas ça, c'est quand même dommage. Et deuxième chose, on est passé peut-être de demander là tout à l'heure à Omar Sy, qui est un autre philosophe que vous connaissez, peut-être pas philosophe en tout cas. mais l'autre fois je le voyais sur un plateau, c'était quotidien, mais c'est pas quotidien, si c'est quotidien. Ouais, si c'est quotidien avec Yann Martel. Et il disait je voudrais juste que ça soit plus cool, quoi, qu'on arrête de se mettre des taquets tout le temps, de se mettre des bâtons dans les roues, des infos qui sont effrayantes tout le temps, juste que ce soit plus cool, plus bienveillant ou autre. Et je pense que c'est plus ça que chaque projet doit développer, déclencher ou proposer aux autres, quoi. Donc, et ça rejoint ce que tu dis sur le collectif à chaque fois, parce que seul ça sert à rien et que tout ça se fait en équipe. Donc voilà, c'est plus dans cette mouvance-là que Et moi je trouve que les jeunes ils sont plus par rapport à nous. Non mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que j'ai été élevée à la dure. Et je trouve que vous parlez, alors, je sais pas, c'est peut-être un prisme, un filtre que j'ai de ces étudiants-là, mais ils sont vachement plus gentils. Ils savent mieux parler avec bienveillance.
je trouve, par rapport à quand moi j'étais plus jeune, où je trouvais que c'était plus agressif. Ils se défoulent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah, Ouais, faut voir peut-être, ce qu'il y a sur l'écran derrière. Peut-être. Je crois qu'il y a Étienne aussi, tu voulais intervenir. Alors, Étienne. déjà pour les lunettes antistatiques, moi il y a deux choses qui me paraissent importantes. Pour rejoindre les femmes, c'est l'environnement, ça me paraît ultra important. Tout ce qui est politique RSE dans les entreprises de demain, moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et aussi, après je sais pas comment vous le vivez vous les filles, mais j'ai l'impression quand on fait des groupes de travail en général, que les filles ont un peu peur de prendre la parole, de donner des idées. Parce que en fait, depuis des années, en général, c'est les hommes qui dirigent et les femmes qui sont un peu laissées de côté. Et du coup, j'ai cette impression-là que du coup, les filles ont parfois peur de donner leurs idées, alors qu'au contraire, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à entendre les idées des femmes et les idées des hommes en même temps. D'ailleurs, souvent, les idées des femmes sont un petit peu meilleures que celles des hommes. Mais N'importe quoi. en tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce que quand je faisais des travaux de groupe, par exemple à l'IUT, il y avait des filles qui étaient beaucoup plus timides, alors qu'en général, elles sont pleines d'idées et pleines de ressources. Et surtout, dès qu'elles disent quelque chose, c'est ultra intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y a, par exemple, une sorte de peur, et que quand il y a des challenges ou des choses à faire, il y a une peur du jugement, parce que les garçons en général sont un peu mauvais envers les filles. Je pense que ça dépend des personnes. Je pense que ça dépend des personnes parce que voilà, tous les garçons ne sont pas malveillants et je pense que ça dépend vachement de la confiance que tu as en toi. Genre moi je sais qu'avant j'avais pas du tout confiance en moi et du coup t'oses pas parler, t'oses pas donner ton avis et je pense que oui c'est lié vachement à la confiance en toi où là tu vas te dire ah en fait mon avis compte peut-être, tu vas proposer des idées et je pense que peut-être oui en étant une femme on avait peut-être moins d'exemples de femmes qui faisaient tel métier ou telle chose donc peut-être qu'on s'imaginait moins et qu'on des fois on se restreint, c'est vrai que au lycée ou j'en sais rien, tu te restreins peut-être à faire certaines choses. Je pense qu'on se pose des fois les femmes plus de questions que les hommes qui vont foncer et justement il faudrait que ça change et qu'on ait confiance en nous parce que on y arrive tout autant et des fois mieux. Donc mais non, ça change, c'est ta vie de jeune femme là, c'est ça, c'est tout ce que tu fais qui fait que tu vas changer, tu changes. Mais rassure-toi les gars, ils ont d'autres problèmes hein. Et mais ça c'est normal, vous êtes jeunes. Donc tout ça va ça se construit. Ouais, tu disais avant je n'avais pas confiance. Oui, on sent justement que tu as beaucoup plus de confiance. Et qu'est-ce qui t'a fait gagner en confiance? Justement, je pense que c'est rien que l'entourage, que tu sois avec des personnes bienveillantes qui te mettent en valeur, qui t'encouragent dans tous tes projets. Déjà, je pense que c'est vachement ça, je pense, qui m'a donné confiance. C'est les personnes. Et toi, tu te donnes confiance parce que tu fais plein de choses. Ouais, justement, après, parce que tu fais tel truc et du coup, on va te valoriser, par exemple, on a eu le prix, tu te dis ah ouais, quand même, on a réussi à faire ça, notre équipe, et on est content quoi. Ça marche. Mais après, je pense que la partie valorisation dans des projets comme ça, elle est effectivement très importante, je crois. Enfin voilà, il faut fêter les succès, il faut être conscient de ce que vous avez accompli. Et je pense qu'au sein de Créa, toutes les équipes ont gagné en confiance, même si elles n'ont pas gagné. Alors je pense que voilà, c'est le Graal et c'est la récompense suprême d'être lauréat du Grand Prix, mais voilà, tout le monde a eu... Voilà. Moi j'ai eu le même plaisir à accompagner les deux équipes, la deuxième n'a pas gagné, mais c'était un groupe complètement différent, ils étaient extraordinaires aussi. Et ils ont bougé leur ligne de la même façon, parce que le groupe se connaissait pas, il a fallu fédérer, enfin ce que tu fais, et puis le projet, et puis l'accompagnement des professeurs qui fait qu'on ne vous lâche pas, on ne lâche pas, et puis les autres, les collègues, vous ne lâchez pas. Et puis même après, il n'y a pas besoin que d'un prix, par exemple. Non. Tu vois, je suis sûre que tu nous as félicité comme tu as félicité l'autre équipe, et rien que ça, ou même que les porteurs de projet, ils te remercient, et rien que ça, tu te dis, après, voilà, c'est qu'en plus d'avoir le prix, mais déjà, ça donne vachement de reconnaissance, et tu n'as pas besoin d'avoir le grand prix. C'est sûr, c'est toujours un peu plus, mais c'est pas ça l'essentiel. Vous l'avez eu. Quoi. Oui. Ouais. Et je pense que vous avez été aussi dans le dépassement de vous-même. Enfin, vous voyez, il y a un niveau d'exigence. Enfin, voilà, c'est bienveillance et exigence. Et c'est ça qui fait que voilà, vous allez gagner en confiance. Parce que si on est bienveillant avec vous, mais que vous n'avez pas fait grand-chose, finalement, ça ne porte pas ses fruits. Mais voilà, si vous êtes dépassé, si vous avez produit quelque chose de qualité, vous allez être encore plus fier de vous et gagner encore plus en confiance. Alors justement, toi, c'était quoi tes lunettes?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Après, ça va peut-être faire un peu bisounours, mais je pense que si tout le monde avait des lunettes antistatiques où on voyait que le bon chez l'autre, voilà, on avancerait beaucoup plus. Voilà. Mais c'est peut-être... Antistatique devient un truc positif en fait. Cette antistatique, c'est positif. Toi, tu connais bien celui qui a gagné la route du Rhum, là 3e. Ah, il est 3e. Vendée Globe, du coup. Voilà, c'est pas grave. Alors, il a projet de gagner la route du Rhum. Comment il s'appelle Louis Burton. Louis Burton. Ouais. Oui, c'est le parrain du campus. Ouais. Et lui, c'est typiquement... lui, c'est un sacré loustique. Antistatique, forcément. Enfin. Ouais, c'est un sacré bonhomme, ouais. Tu veux pas nous l'inviter pour la prochaine on va pas l'avoir, Si, ouais, il a un planning un peu de ministre parce qu'il repart, à peine arrivé, il repart en fait. Et il a acheté un bateau, il en revend un. Et, c'est sportif antistatique la prochaine fois. c'est plus que antistatique, Ouais. c'est des extraterrestres en fait. Parce qu'ils sont skippers, ingénieurs, météorologues, menuisiers, ils savent tout faire en fait. Donc là, on est Là, c'est au-delà de écrasant. Là, l'antistatique. c'est Là, vraiment, oui, c'est une autre émission, ça. Ouais. Parce Mais que on quand on pourra aura 200 avec 000 plaisir abonnés. imaginer notre synergie, hein, parce que ouais, c'est Écoute, un sacré modèle pour les jeunes, même pour Étienne. Je pense qu'Étienne, il sera sur le plateau, là. Si on a... On a une masterclass avec lui dans 10 jours. Non mais franchement, Louis Burton, c'est un exemple pour moi parce que, alors déjà moi quand je faisais du catamaran, quand j'avais 12 ans, j'avais déjà peur dans l'eau, alors lui avec son gros bateau, j'imagine même pas. Et se dire que il y arrive, déjà faire le tour du monde sur un bateau, c'est assez fou. Et se dire qu'il a eu des soucis techniques et qu'il s'est réfugié sur une île et qu'il est monté tout en haut de son mât alors que ça doit faire je sais plus combien de mètres ça fait. 30, Et il a réparé lui-même son mât, c'est un exemple de persévérance et c'est vrai que l'avoir comme parrain, c'est une aubaine pour nous et c'est la classe de l'avoir comme parrain et honnêtement c'est bluffant de savoir qu'il y a des gens comme ça, comme disait Stéphane, c'est des extraterrestres. Mais il y en a plein hein, sur cette... Alors, tout à l'heure, je rebondis parce qu'on parlait de mixité, etc. Et tout. Il y a les femmes là-bas qui ont été bonnes ouais, aussi, et en fait, Louis, il est marié à Servan Escoffier, qui est team manager de l'écurie. Et Louis, sans Servan, n'aurait pas fait ce tour du monde. Et donc, dans 10 jours, on fait une masterclass chez Amos. Et donc, c'est Louis et Servan et Eric Bento qui fait la com, qui viendront parler à 3. Mais il n'y a pas que Louis Burton dans cette histoire-là. Tu parlais de collectif. Même s'il est tout seul sur son bateau, derrière, il y a une équipe incroyable qui bosse pour que tout ça puisse avoir lieu, quoi. Et voilà, et c'est des hommes et des femmes derrière tout ça. Et je trouve que pour rebondir sur ça, le témoignage de parrains ou de marraines qui sont inspirants, effectivement, ça va donner envie, ça va donner, ça va permettre d'oser un petit peu plus. Et puis c'est souvent des parrains, des marraines qui ont des parcours un peu exceptionnels, mais qui sont toujours dans l'humilité. Et donc ça donne envie d'aller plus loin. Ton marrainage d'équipe, tu vois, ça inspire l'équipe et ça leur a donné confiance, ça leur a permis d'oser. Je trouve que c'est intéressant ça. C'est les deux côtés, hein. On donne, on reçoit pas. La fille, super, on donne, on reçoit. Bon, c'est une phrase formidable. Avec enthousiasme aussi. Moi, non, mais je suis tellement convaincue par tout ce que vous dites. Je trouve ça formidable d'arriver à sortir ça. Effectivement, ça fait aussi bisounours. Je voulais qu'on parle de tout. Je voulais qu'on parle du campus à mission. Je voulais qu'on parle de Digital Transformer. Je voulais qu'on parle de toutes ces initiatives. Je voulais que vous parliez, vous trois, de comment vous vivez en tant qu'étudiants, utilisateurs c'est des mauvais mots, mais c'est quand même les mots. Vous êtes des bénéficiaires de vos écoles, vous la payez. Pour certains, vous la payez de votre poche, donc vous êtes des clients. Et il y a quand même cette partie-là. Et moi, j'adore vous entendre dire, vous faites ce qu'on appelle de l'empowerment. Vous utilisez vos études au maximum parce que vous bougez. Et ça, c'est super parce que c'est... Ça dure que 5 ans les études. Ouais, mais je t'explique pas après. Tu peux faire plus si tu veux. Il y en a qui en font moins aussi. C'est tout au long de la vie maintenant la formation. Ouais, je suis d'accord. Ah bah oui, on en est l'exemple parfait tous les deux, que c'est tout au long de notre vie. Non mais c'est vrai que c'est des belles périodes, donc profitez à fond. Ouais, Même si c'est voilà, mais surtout on essaie de profiter sur autre chose. Le contexte est particulier, mais... Tu conclus ? Alors, moi j'ai pris des notes pendant que vous dites, parce que ça va alimenter le livre, hein. on s'est engagé, donc il va falloir qu'on en fasse des émissions. Parce que... Non, moi ce que j'ai noté, c'est des mots-clés. On vise le concours. Être antistatique, c'est donner du sens, ça vous l'avez redit,
pour vous et pour les autres. C'est vraiment du sens collectif. Et on est antistatique pas seul, on est antistatique avec les autres. Et on a besoin des autres. Tu parlais de Louis Burton, tu vois, il a besoin de sa femme pour avancer. Et c'est l'équipe qui a avancé, c'est pas Louis Burton. Dans les challenges, c'est le collectif. En créa-UT, c'est le collectif. Et dans les projets de bureau, etc., c'est le collectif qui rend antistatique. Et quand on a tendance à devenir un peu statique, c'est le collectif qui nous relance et qui nous redonne de l'envie de pouvoir avancer. Il y a le plaisir qui est beaucoup là. En fait, ça donne plaisir en fait, de bouger, le mouvement. D'ailleurs, l'émotion, c'est se mettre en mouvement. La racine latine de émotion, c'est se mettre en mouvement. Et donc, le plaisir, c'est de l'émotion. Et l'émotion vient avec le mouvement et donne envie de faire du mouvement. Et ça, c'est revenu souvent. Et il y avait faire donne envie de refaire. Aussi, c'est que finalement, c'est la petite action qui enclenche la deuxième, qui est la troisième et la quatrième. C'est la petite boule de neige. Et comme la drogue, en fait, quelque part, plus on en fait, plus on a envie d'en avoir. Mais c'est comment ça s'appelle L'endorphine. L'endorphine. L'endorphine, ouais. L'endorphine qui, en fait, comme les gens qui courent, font beaucoup de sport, finalement, on a besoin d'en refaire. Et l'action, c'est pareil. On a envie de remettre dans l'action parce que on découvre du monde, on découvre du groupe, on découvre des sensations, on découvre du plaisir. Et finalement, on a envie d'y revenir. On est en plein dedans. Et ne pas s'arrêter aux réactions des gens, c'est être ouvert, on fait une action, on est en réaction, on s'adapte, on relance. Et finalement, c'est cette souplesse, cette agilité qui fait qu'on est antistatique parce qu'on ne s'arrête pas au premier obstacle et on avance toujours derrière. Et puis, les quelques mots-clés, être antistatique, c'est être optimiste, c'est être bienveillant, dire merci, valoriser les autres et ressentir la valorisation. C'est savoir rebondir, c'est savoir assumer qui on est. On n'est pas antistatique si on n'assume pas qui on est. Il faut d'abord s'assumer et ça donne de l'estime de soi et de la confiance en soi de bouger. C'est prendre soin de la planète, parce que s'il n'y a plus de planète et l'environnement se dégrade, ça va être compliqué d'être antistatique, on va devoir lutter pour sa survie, pas pour créer quelque chose. C'est être cool, c'est être inclusif, c'est être exigeant. Et moi ce que j'aime bien, c'est le côté opportuniste, c'est voir les opportunités dans les situations et pas voir les obstacles. Finalement c'est être optimiste, être antistatique. Ouais, ok, on va changer de nom alors. Optimistique. Enthousiaste. C'est plein comme ça. Ça me va sinon comme me résumer. Ça va. Ouais. Et agile et créatif. Agile et créatif. Et pluridisciplinaire. Oh ouais, puis ça arrête. Non, ça va. Bon, allez, c'est on le thème numéro 2. On va rendre l'antenne. Merci. Bah, c'était super de faire la première avec vous. Je vous remercie. C'est gentil. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir aidés. Et si antistatique sur le Twitch, donnez-nous des idées en fait de sujets que vous voudriez qu'on traite. On a noté l'échec. Moi je veux parler de design, on a quand même la technologie aussi, un peu de la tech. Des étudiants entrepreneurs, des sportifs antistatiques. Design. Biomimétisme. Biomimétisme, ah oui, très bien aussi, biomimétisme. Donc on a plein d'idées, donc allez-y, envoyez des idées et on va les mettre en place. C'est beau. Étienne, attends Étienne, le mot de la fin, Étienne. Ah, il faut que je conclue. Ouais, oh oui, allez. On a tout à y gagner à être antistatique parce qu'on rencontre des gens, on rencontre de tout horizon. Et là, vraiment, le fait j'ai passé déjà une très bonne soirée pour une première chose. Et je connaissais déjà Stéphane, mais c'était un plaisir de connaître les autres personnes qui ont partagé l'affiche, entre guillemets, avec nous. Et voilà, c'est tout. Et, il faut être antistatique dans la vie parce que ça permet d'être. Enfin, moi personnellement, depuis que je suis antistatique, je suis beaucoup plus heureux. C'est bien, on s'arrête là-dessus. Merci, au revoir, à bientôt tout le monde, ciao.